Depuis la nuit des temps, la femme est utilisée comme une arme de guerre. Violentée, violée, diminuée, elle est anéantie afin d'éradiquer totalement ses capacités de reproduction. Cette tragédie mondiale constitue un crime contre l'humanité et représente une réalité notamment à l'est de la République du Congo. Là-bas, dans son hôpital de Bukavu, au nord Kivu, le docteur Denis Mukwege reçoit, depuis 1999, en moyenne 10 femmes victimes de violences sexuelles liées au conflit entre les forces armées nationales et les milices locales. En plus de soigner ces femmes violées gratuitement, le docteur Mukwege milite pour leur défense. À cet égard, son combat a été maintes fois salué, malgré les risques qu'il a pu courir. Pourtant, Denis Mukwege ne désarme pas. Dans son hôpital de Panzi, il offre une prise en charge globale à ses patientes et soigne leurs maux physiques, leurs soucis psychologiques, tout en leur assurant un suivi économique et juridique. Vous êtes gynécologue obstétricien, vous dirigez l'hôpital de Panzi à Bukavu, qui est la capitale du Sud Kivu en RDC, et vous soignez des femmes victimes de violences sexuelles, des femmes et des enfants. Est-ce que, docteur Mukwege, est-ce que vous êtes prêt à faire le point? Bien sûr, madame. Très bien. Selon l'ONU, 36 femmes et 36 femmes et filles sont violées chaque jour en RDC. Ce sont des chiffres accablants. On a même énuméré à peu près 200 000 femmes qui seraient violées ou victimes de violences sexuelles depuis 1998. À peu près le double aurait été violé au Rwanda. Ce sont des chiffres vraiment alarmants. À votre avis, est-ce que ce sont des chiffres qui reflètent la réalité du terrain? Moi, j'évite vraiment de parler des chiffres, puisque lorsque on veut réduire un drame humain au seul chiffre, en fait, on a du mal à voir ce qui est derrière ces chiffres. Je crois que derrière chaque femme violée, il y a un drame familial, il y a un drame social, il y a le drame personnel en effet. Je crois que je préfère beaucoup plus qu'on puisse se concentrer sur ce drame humain, cette souffrance humaine derrière ces chiffres. Qu'est-ce qu'il y a derrière les violences sexuelles? C'est finalement assez large. Il y a le viol évidemment, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme violence sexuelle? Je crois que moi, le viol dans surtout en fait, les conflits, c'est vraiment une arme de guerre, c'est une négation de l'humanité de l'autre, où la victime est tout simplement en fait apparentée à un objet. Et je crois qu'à partir du moment où vous niez l'humanité de l'autre, je ne vois pas ce qui peut être aussi grave que ça. Ça ne s'arrête pas seulement à la RDC ou à l'Afrique. Au début des années 90, il y a 20 ans, en Bosnie, près de 60 000 femmes avaient été violées également. Pourquoi est-ce qu'on s'en prend à des femmes et à des enfants? Pourquoi est-ce que justement ces personnes-là sont des cibles à un moment donné? Quelle est cette nouvelle forme de guerre? Il est vrai que en fait, les femmes sont les plus touchées, mais dans notre série, nous avons également des hommes qui sont violés par des hommes en uniforme. Et si les femmes sont les plus touchées, surtout c'est notre système, dans le système patriarcat où finalement en temps de paix, les femmes n'ont pas droit au chapitre comme on peut dire. Et je crois que la traduction qu'on voit pendant le conflit, c'est tout simplement à ce que les femmes vivent en privé, en période de paix. Et je crois que si nous devons lutter contre ces phénomènes, qui aujourd'hui, il est clair que ce n'est pas un phénomène congolais, ce n'est pas un phénomène africain, c'est un phénomène qui est global, je crois que nous devons faire des efforts pendant la période de paix pour que finalement la femme dans notre société puisse avoir sa place, puisse avoir la parole, puisse pouvoir s'exprimer avec ses qualités, ses moyens. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas où elle est tout simplement apparentée à une chose et le propriétaire c'est l'homme. Et ça, je crois qu'en temps de conflit, ça s'est traduit par des abus. C'est exacerbé à ce moment-là. À ce moment-là, oui. Comment est-ce qu'on peut guérir? Vous connaissez un rayon sur le sujet, vous qui êtes médecin. Comment est-ce qu'on peut guérir et se reconstruire lorsque justice n'a pas été rendue, sans que les coupables aient été punis, que les victimes soient protégées après la guérison peut-être? Comment est-ce qu'on peut faire?
On ne peut pas inventer la roue. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons des instruments aussi bien internationaux que nationaux. Et je crois que là, je pense spécialement à la justice transitionnelle. Dans un pays où il y a 6 millions de morts, où on parle de centaines de milliers de femmes qui ont été violées, je crois qu'on ne peut pas penser à une réconciliation, encore moins à la paix, si les gens ne commencent pas par d'abord dire la vérité. Comment les gens qui vivaient ensemble, comment les gens qui partageaient d'un seul coup, ils peuvent devenir sauvages, ils peuvent s'entretuer, violer, détruire, violer les enfants. Comment on en arrive là? Je pense qu'il faut vraiment, à mon avis, utiliser les outils de la justice transitionnelle où il faut se parler. C'est-à-dire un système comme ce qui s'est passé en Afrique du Sud, par exemple, et donc mettre les gens autour d'une table dans un village où les atrocités se sont passées, pouvoir en parler. Et je crois que lorsque les gens vident ce qu'ils ont en eux, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent commencer un véritable processus de réconciliation. Et je crois que lorsqu'on se réconcilie, c'est à ce moment-là qu'on dit aussi plus jamais ça. Et c'est après, on peut commencer à construire la paix. Mais ce qu'on observe, c'est que lorsque vous prenez les bourreaux d'hier, vous les mettez au pouvoir et vous les demandez de protéger ces femmes qu'ils avaient violées hier, comment voulez-vous que ces femmes fassent confiance à ces bourreaux? C'est juste exacerber leur traumatisme. Et là, il y a un travail à faire. Il faut vraiment une réforme profonde du secteur de sécurité pour tenir compte de ces facteurs que dans la société, nous avons des personnes qui ont été traumatisées par la guerre et que de l'autre côté, il y a des personnes qui ont dû commettre ces crimes et que ces personnes vivent dans l'impunité totale. Et ça, je crois que ça ne peut pas aller ensemble sans que ça puisse créer de heurts. Et lorsque vous évoquez ce genre de solution, des commissions vérité-réconciliation, hein, où les personnes, en gros, les auteurs, les victimes se mettent ensemble et discutent, reparlent de ce qui s'est passé pour pouvoir avancer. Lorsque vous évoquez ce genre de solution, est-ce que vous êtes entendu? Nous attendons, mais je pense que je crois que tout ce qui sont épris de la paix devrait normalement continuer à insister sur ça. J'ai dit, on ne doit pas réinventer la roue. Lorsque quelqu'un a été blessé, lorsque quelqu'un a une souffrance psychologique par rapport à ce qui lui est arrivé, il ne faut pas l'enfermer dans une maison. Il faut donner à cette personne la possibilité de s'exprimer, la possibilité de parler avec son agresseur, que le fait de comprendre comment l'autre a pu faire ce qu'il a fait, je crois que ça peut aider la personne à pouvoir commencer la guérison. Mais si on interdit à la victime de s'exprimer, si la victime doit continuer à voir son bourreau et se dire de toute façon c'est lui qui m'a fait du mal et il m'a jamais dit je n'avais rien à voir avec lui mais il m'a fait du mal et je ne peux même pas en parler. Vous sentez très bien que c'est une violence qui s'ancre, c'est une violence qui va tout simplement grandir dans la personne. Et je pense que la meilleure prévention de la violence, c'est de pouvoir en fait interrompre ces cercles vicieux. Il ne faut pas laisser la violence continuer à grandir et donc à la fin ça explose et ça fait encore plus mal. Donc, du coup, ça passe aussi par l'éducation. Est-ce que vous croyez à une éducation des militaires? Vous parliez tout à l'heure des hommes en uniforme, des militaires, des miliciens, mais notamment ceux qui ont l'autorité de l'État. Donc les militaires, les policiers, les gendarmes, les avocats, pourquoi pas? Est-ce que vous pensez qu'une forme d'éducation, ce genre de dialogue avec ces corps armés, ces hommes en uniforme pourrait marcher? Je crois que ce n'est pas seulement une éducation. Aujourd'hui, ce que nous proposons, c'est une prise en charge. Il faut une prise en charge psychologique. Il faut introduire la santé mentale à tous les échelons de la société pour que, en fait, les gens puissent accéder
à une prise en charge psychologique. Je considère que, bon, ben, effectivement, les bourreaux peuvent également bénéficier, mais est-ce que vous imaginez un tout petit peu, madame, un enfant qui a vu sa mère violée en sa présence, cet enfant-là, s'il n'y a pas une prise en charge qui est faite par rapport à cet enfant, qu'est-ce qui devient demain? Un enfant qui naît issu du viol, qui n'a aucune filiation familiale, rejeté par sa famille, donc rejeté par la famille, rejeté par la communauté, cet enfant, s'il n'y a pas une prise en charge, qu'est-ce qu'il devient? Et je crois les enfants soldats, ce sont des enfants qui, en écoutant leurs histoires, il y en a qui ont été obligés de violer leurs propres parents, tuer leurs propres parents avant d'entrer dans les groupes armés. Ce sont des victimes. Moi, je les considère comme des victimes cachées. Et ils sont des bourreaux, ils commettent des actes, mais eux-mêmes, ils sont très malades. Aujourd'hui, nous avons des études, donc ce n'est pas une supposition, on a des études scientifiques qui montrent très bien que 90% de jeunes soldats démobilisés ou en fait qui sont en phase de démobilisation, ils ont connu à 90% des événements traumatisants et qu'à 25%, ils développent le syndrome de stress post-traumatique. Comment vous pouvez les insérer dans la société sans les aider à sortir donc, de ces traumatismes? Ils vont continuer à faire la même chose. Ce sont des malades et il faut les aider à pouvoir guérir. Et ça, parfois, lorsqu'on les dit, bon, ben, les gens ont l'impression que pourquoi on doit aider les bourreaux? Mais si il faut éviter la répétition, je crois qu'il faut agir à ces niveaux-là. Et justement, dans votre hôpital de Panzi, vous avez mis en place un système qui prend en charge globalement les malades, donc les victimes, mais aussi certains bourreaux, vous le disiez à l'instant. La prise en charge globale, lorsque les victimes viennent nous voir, elles viennent nous voir pour en fait souvent pour des lésions physiques ou des atteintes physiques. Et là, effectivement, c'est ça la première motivation. Mais lorsque nous commençons cette prise en charge, souvent nous nous rendons compte qu'il y a en fait un aspect psychologique assez important et que les patientes parfois ne peuvent même pas supporter la prise en charge médico-chirurgicale s'il n'y a pas une prise en charge psychologique qui précède, puisque bon, ben, il ne faut pas oublier que même la chirurgie, c'est un traumatisme. Lorsque vous dites à une femme qu'elle va avoir une colostomie, c'est-à-dire elle aura son anus sur le ventre, pour elle c'est traumatisant et donc c'est comme si elle subissait le traumatisme qui l'a amené à être incontinente pour la deuxième fois. Et donc il faut vraiment expliquer c'est quoi, il faut prendre le temps qu'elle comprenne, qu'elle accepte l'acte que vous allez poser, sinon bon, ben, si vous le faites sans vraiment une bonne explication, une prise en charge psychologique, c'est un acte qui peut être rejeté, et malheureusement parfois rejeté, et même les refus, les gens peuvent se donner la mort en refusant tout traitement, manger, boire, etc. Donc c'est très très important de considérer ces deux piliers. Donc lorsque la femme vient pour un problème physique, il faut évaluer son état psychologique et pouvoir la soutenir sur le plan psychologique. Ces deux actions peuvent se mener concomitamment ou peuvent se mener une après l'autre et ça dépend de l'état de la victime. Mais lorsque les femmes se portent bien physiquement et que aussi mentalement ou psychologiquement elles sont suffisamment fortes, nous avions constaté que la vulnérabilité économique faisait en fait une grande question qu'il faut résoudre, puisque sinon après elles sont bien, mais cette vulnérabilité les met presque dans la rue où elles risquent encore d'être violées ou exposées, exploitées, etc. Donc dans cette expérience malheureuse,
nous essayons de faire en sorte que la femme ait accès aux ressources économiques pour qu'elle puisse se prendre en charge. Et ça, c'est un aspect qui est très très important dans notre prise en charge, puisque après, finalement, lorsque les femmes ont cette capacité de se prendre en charge sur le plan psychologique, on a observé qu'elles étaient capables également de se battre pour leurs droits, de se battre pour le droit de leurs enfants, de devenir même des leaders communautaires. Et lorsqu'elles deviennent des leaders communautaires, elles sont aussi capables d'aller, par exemple, en justice, être capables d'interpeller, etc., réclamer leurs droits. Et là, nous avons un appui, une assistance légale qui permet, en fait, les femmes de porter plainte. Nous avons des avocats qui les aident à constituer leurs dossiers et les accompagner devant les cours et tribunaux. Donc c'est vraiment global, je comprends. Est-ce que il vous arrive de recevoir des victimes issues d'autres pays, par exemple les pays limitrophes, qui sont également affectés par les incidents à l'est de la RDC? On a traité pas mal de victimes venues du Burundi. Docteur Denis Mukwege, puisque nous faisons ce point ensemble, je vous propose de passer maintenant à notre séquence en pointillé. Au moment où nous faisons ce point, quel est votre point d'interrogation? Le point d'interrogation, je crois qu'aujourd'hui, je me pose vraiment la question comment finalement, en Afrique, nous pouvons amener à ce que les femmes aient leur place dans notre société, la place qu'elles méritent. Parce que lorsqu'on voit tous les conflits que nous avons, tous les problèmes d'ordre économique que nous avons, et lorsque nous pouvons également voir à quel point les femmes participent, construisent, c'est elles qui portent finalement l'économie de l'Afrique sur leurs épaules. Mais lorsqu'on arrive à la décision de l'affectation, malheureusement, ces femmes ne sont pas sur la table des décisions. Je pense que ça, aujourd'hui, si nous voulons vraiment construire une Afrique juste, un Congo juste, il faut absolument donner les femmes la possibilité de pouvoir s'exprimer, pas seulement de s'exploiter, qu'elles soient dans la production et que ce soit les autres qui décident sur leur production. Quel est votre point d'exclamation? Je crois qu'on a très très peu de choses qui vraiment, quand on regarde autour de nous, il y a peut-être très très peu de choses qui nous inspirent, qui nous donnent espoir quand on voit toute la destruction autour de nous. Mais je crois également que là, quand je vois des femmes traumatisées qui viennent à l'hôpital sans espoir, même pour nous médecins, on se pose des questions par rapport à leur situation. Mais quand elles reprennent, je me suis toujours dit, waouh, comment une femme qui a quitté, qui est partie de cette situation, elle arrive à s'en sortir. Et la première question qu'elle pose, comment vont mes enfants? Comment va ma famille? Qu'elle ne pense pas à elle, mais aux autres. Je me dis, waouh, c'est formidable. Et là, c'est vraiment, non seulement on est impressionné, mais on s'est dit, c'est comme ça que les choses devraient fonctionner. Quels sont vos points de suspension? Le point de suspension, c'est si vraiment nous ne changeons pas, s'il n'y a pas cette volonté de faire une analyse profonde de notre société par rapport au vécu, par exemple, au Congo, si nous ne pouvons pas vraiment essayer de nous arrêter et nous poser des questions par rapport aux 20 ans que nous venons de perdre, 20 ans de gâchis, là, je crois que j'ai des inquiétudes. Je crois qu'on doit pouvoir s'arrêter et dire, eh ben, 20 ans de gâchis, 20 ans de destruction, 20 ans où finalement
On a pensé à la destruction, on a pensé qu'à l'argent, on a pensé à l'enrichissement personnel, à la corruption. Est-ce qu'on peut continuer avec ça? Il faut se poser cette question et s'arrêter et dire, tiens, nous devons peut-être prendre une autre direction. Je crois que si ça n'arrive pas, j'ai peur pour les générations à venir, par exemple, dans mon pays. Si je dis Afrique, quel est le point fort? Le point fort de l'Afrique, c'est les femmes africaines. Et ça va vous étonner un peu. Moi, je vous ai dit, quand je vois, moi, les femmes qui viennent presque en fait, du néant, mais c'est construire un avenir seul, avec presque rien. Je me dis, nous avons des femmes formidables et je crois qu'il faut absolument les intégrer à tous les niveaux si nous voulons réussir, puisque je crois qu'elles feront un véritable moteur de développement pour l'Afrique. Et c'est un point qui est peut-être jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas suffisamment exploité. Si je dis Afrique, quel est le point faible? L'Afrique, le point faible, c'est un tout petit peu l'égoïsme, je trouve. Les gens, ils réfléchissent beaucoup plus moi, au lieu de réfléchir public, collectivité. On n'a pas cette culture-là de penser beaucoup plus à la structure publique, à ce qui appartient à toute la communauté, comment développer ce qui peut servir tout le monde. Et finalement, on s'enferme à résoudre ces problèmes soi-même et c'est un appauvrissement, puisque finalement, c'est l'union, c'est en travaillant ensemble, en mettant les compétences ensemble pour une destinée commune, pour résoudre en fait un problème qui se pose à tout le monde qu'on peut arriver à un progrès. Et je trouve que malheureusement, tous les problèmes que nous avons en Afrique, par exemple le problème de corruption, c'est l'enrichissement personnel, c'est réfléchir par rapport à soi, mais à la fin ça a une limite. Si vous ne le faites pas dans la perspective qui englobe tout le monde, assez rapidement vous êtes bloqué. Et je crois que réfléchir collectif, réfléchir public, ça nous manque. Enfin, Dr Mukwege, quel est votre point final? Mon point final, c'est que vraiment, l'Afrique, j'aime l'Afrique, je pense que nous avons des potentiels énormes et quand on voit la misère qu'on voit en Afrique et les potentiels qu'on a en Afrique, ça fait mal au cœur. Et mon rêve, c'est de voir un jour les Africains prendre leur destin en main en utilisant, transformant ces potentiels en véritable richesse et un développement de l'Afrique où on arrêterait de voir tout ce qu'on est en train de voir alors qu'on a la possibilité de changer cette misère en un véritable développement. Merci beaucoup, Dr Mukwege. Ce point avec le Dr Denis Mukwege est maintenant terminé. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Jeudi prochain, nous ferons le point sur les opportunités d'affaires qu'offre la République du Congo avec Paul Obambi, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Brazzaville.